Bonsoir, nouvelle semaine d'information locale sur TV78. Bienvenue dans le journal de la rédaction. Nous sommes le lundi 16 novembre. Voici les titres. Depuis la rentrée dernière, le masque a été rendu obligatoire à l'école des 6 ans, ce qui fait débat. À Versailles, une habitante a lancé une pétition contre le port du masque toute la journée pour les collégiens et les lycéens. Quelle importance, mais aussi quelles conséquences de la mesure pour les plus jeunes? Invité de cette édition, Marie Lebec, députée des Yvelines, et le professeur Richard Delorme, chef du service pédopsychiatrie de l'hôpital Robert Debré à Paris. Faudra-t-il élire à nouveau un maire au Chesnay-Recancourt? Le tribunal administratif de Versailles statuait aujourd'hui sur le recours déposé pour faire invalider l'élection. En mars dernier, Richard Delpierre l'avait emporté de 76 voix d'écart sur l'édile sortant Philippe Briot. Et puis des rassemblements ce dimanche à Versailles, Saint-Germain-en-Laye ou encore Rambouillet, des milliers de catholiques réunis pour demander le retour à la messe. Le retour de la messe, les célébrations, pour rappel, sont interdites depuis le début du confinement. Mais avant de développer ces titres, les dernières données du Covid-19 dans les Yvelines, l'épidémie qui est toujours présente avec une tendance observée la semaine dernière qui se confirme, la baisse des indicateurs des tests continue, taux d'incidence et taux de positivité toujours en diminution, même si les deux indicateurs restent encore très élevés, une tendance qui ne se traduit pas encore à l'hôpital où les chiffres restent en hausse et des lits de réanimation quasiment occupés à 100% en Ile-de-France. En une semaine, 5 patients supplémentaires ont été placés en réanimation dans les Yvelines. Et depuis le 8 novembre, 63 hospitalisations supplémentaires ont été enregistrées dans le département. 790 personnes sont décédées du coronavirus depuis le début de la crise sanitaire dans les hôpitaux yvelinois. Autour de cette actualité, d'ailleurs, la vague de cas au sein de la police nationale des Yvelines, c'est nos confrères du Parisien qui ont révélé cette information. Ce week-end, 31 agents positifs, rien qu'au commissariat de Saint-Germain-en-Laye, sans parler des cas contacts. Mais les missions des policiers continuent tout de même. Les personnes interpellées sont acheminées à l'hôtel de police de Sartrouville. Le syndicat Unité SGP demande la fermeture totale du commissariat, une décontamination complète du lieu et un dépistage massif. La semaine dernière, 25 cas positifs avaient été révélés également du côté de Mantes-la-Jolie. Les policiers des Yvelines bénéficient du renfort de compagnies de CRS pour compenser les effectifs absents et assurer la sécurité. Et vous le savez, pour limiter la propagation du virus, le port du masque reste l'une des principales mesures barrières, des protections qui sont désormais obligatoires dès 6 ans en classe. La mesure est entrée en vigueur le 2 novembre dernier. À Versailles, une mère d'élèves va à contre-courant. Elle a lancé une pétition pour la suppression du port du masque obligatoire pendant 8 heures de cours des collégiens et des lycéens. Elle demande notamment que le port du masque ne soit plus obligatoire dans la cour de récréation. La pétition a déjà rassemblé plus de 2900 signataires. Explication dans cette interview express avec l'initiatrice de cette pétition. Cette pétition avait pour but, en effet, d'expliquer que peut-être le masque 8 heures par jour pour nos enfants, c'était quand même disproportionné par rapport au virus. Et moi, j'ai du mal à comprendre, on protège qui, de quoi, comme c'est très confus et qu'on nous a dit que les enfants n'étaient pas forcément porteurs, donc ça veut dire quoi? Alors on porte le masque pour se protéger des autres enfants, pour protéger le professeur, mais qui est sur une estrade au loin. D'abord parce que c'est en effet un inconfort, donc il faut quand même gérer ça en plus des apprentissages. Vous apprenez, mais vous ne voyez pas les paroles de votre interlocuteur. Et je pense aussi qu'il y a un problème de relation sociale parce que c'est avec son visage qu'on rencontre l'autre, avec son sourire, avec son expression, avec ses émotions. Et les enfants, c'est vraiment les adolescents surtout, c'est aussi les amitiés à leur âge, c'est presque le plus important et c'est difficile. Moi, je m'étais dit à l'air libre dans la cour de récré, on peut peut-être avoir ce temps de respiration. Oui, en effet, quand ils sont à distance les uns des autres. Peut-être avoir des temps où on l'aménage dans la journée et aussi qu'on sache jusqu'à quand, parce qu'on ne va pas s'habituer à vivre, à être une société masquée. Je ne nie pas qu'il y a un virus et qu'il faut faire attention. Peut-être le gouvernement s'est dit on masque tout le monde, comme ça, voilà. Mais il y a peut-être des aménagements possibles et une réflexion à faire sur nos enfants, parce que c'est la société de demain et on ne va pas faire une société d'adultes qui sont anxieux, dépressifs.
il faut réfléchir à ça aussi, aux conséquences. Et il me semble qu'elles peuvent être plus dramatiques, si vous voulez, que ce qu'on est censé éviter aujourd'hui. Pour parler de cette thématique du port du masque chez les enfants, deux invités qui sont avec moi en visio. Marie Lebec, bonsoir. Bonsoir. Député La République En Marche de la 4e circonscription des Yvelines, et le professeur Richard Delorme, bonsoir. Bonsoir. Chef du service pédopsychiatrie à l'hôpital Robert Debré à Paris. Merci d'être avec nous. Alors la maman à l'origine de la pétition dont on vient de parler nous dit que faire porter un masque à des enfants pendant 8 heures par jour, c'est disproportionné. Elle parle d'inconfort pour l'apprentissage, de problèmes aussi liés aux relations sociales. Elle demande notamment la possibilité pour l'enfant de pouvoir retirer ce masque pendant la cour de récréation. Marie Lebec, quand vous entendez cela, qu'avez-vous envie de répondre ? Mais j'entends que pour les enfants, c'est effectivement difficile d'avoir ce port du masque. Néanmoins, et j'entendais ce que disait Madame Martin-Monnier, je crois, juste avant, la mère de famille qui a lancé cette pétition, le fait de dire il faut qu'on prépare, c'est la génération à venir, il faut avoir le moins de conséquences possible. Mais notre priorité, c'était de pouvoir garantir que les enfants puissent continuer à aller à l'école, que les écoles puissent rester ouvertes. Et ça faisait partie notamment des conditions pour le maintien des écoles ouvertes. Et je crois que c'est très important. Mais je voudrais peut-être dire à cette mère de famille qui s'inquiète que nous sommes très vigilants à l'état de l'évolution de la situation sanitaire et que dès que nous pourrons assouplir un certain nombre de contraintes, et notamment sur les enfants, nous le ferons. Après les vacances de la Toussaint, on a vu une très forte reprise de l'épidémie. Et c'est pour ça que ça nous a semblé la bonne solution, en tout cas pour lutter, tout en permettant aux enfants de continuer à aller à l'école. Que ce soit, oui, à l'école ou même dans la société en général, ça reste le port du masque l'une des principales mesures barrières pour contrer la propagation de l'épidémie ? Oui, tout à fait. Ça fait partie des gestes barrières. J'imagine que le professeur Delorme en dira plus que moi sur le sujet, mais je crois que on est dans un moment où l'épidémie est forte et qu'il faut qu'on s'astreigne à la fois à respecter les gestes barrières, donc dont le port du masque fait partie, et aussi, dans la mesure du possible, à réduire au maximum nos interactions sociales. Et c'est le sens des mesures que nous avons prises sur les commerces, sur les cultes, sur la pratique d'activité physique, par exemple. Professeur Delorme, déjà sur cette mesure, que pensez-vous de sa pertinence ? Je crois que finalement, c'est une mesure qui a déjà été demandée par l'OMS depuis longtemps. Elle a été demandée au tout début de la première phase de confinement. Et je crois que la décision avait été de fermer les écoles. Donc je crois que la décision dans cette deuxième phase, elle est complètement différente. On a bien vu que fermer les écoles avait vraiment des conséquences sur le plan de la santé mentale des enfants et des adolescents. Et donc, il ne s'agissait pas de fermer les écoles de nouveau. Donc, je crois qu'il y a eu un énorme effort du gouvernement, en particulier. Adrien Taquet a fait un énorme travail, le secrétaire à l'enfance, pour essayer de maintenir les écoles ouvertes. Et puis, en parallèle, les professionnels de l'enfance aussi se sont beaucoup engagés pour essayer de maintenir l'école ouverte. Donc, oui, ça a un certain niveau de coût. Mais effectivement, cette maman, et je comprends tout à fait son discours, comment protéger les enfants. Mais d'abord, protéger les enfants, c'est mettre les enfants en relation les uns les autres. Et pour que les enfants puissent aller à l'école, il y a un petit prix à payer qui est celle du masque. Et pour garantir toujours cette ouverture des écoles, elle l'a dit, cette maman qui a lancé la pétition, elle craint des conséquences dramatiques. Est-ce qu'à votre avis, il y a des risques sur le plan psychologique, peut-être davantage de stress pour ces enfants d'avoir ce masque à l'école ? Oui, c'est une évidence. Il y a plus de stress. De toute façon, la période n'est pas extraordinaire. Je veux dire, Samuel Paty, le port du masque, la première phase du Covid. On sait que 5% d'augmentation du chômage, c'est 35 à 50% d'augmentation des maladies mentales chez l'enfant. Donc, imaginez bien qu'on est dans une phase particulièrement contraignante pour la santé mentale des enfants. Et vous le disiez chez nos confrères de Télérama dans une interview, l'important c'est aussi d'insister sur le côté altruiste du port du masque. Il faut selon vous aussi le dédramatiser. Comment on y parvient ? Déjà, je vous dis encore une fois, en rappelant que c'est quelque chose d'altruiste. Le masque permet surtout de protéger autrui. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très important. Je crois que les enfants peuvent très très bien entendre cette situation. En plus, les enfants n'ont pas du tout le même regard que nous sur le port du masque. Il y a quelque chose d'assez résilient. L'enfant s'adapte très très vite. Et c'est vrai qu'en tant qu'adulte, on a beaucoup plus de mal. On a tous 20 ans, 30 ou 40 ou 50, voire 80 ans de vie sans masque. Et donc voilà, c'est une vie différente avec le masque. Quand on est adulte, on a nos habitudes, c'est plus difficile. Pour les enfants, on peut partir à l'école. Ce qui compte, encore une fois, c'est de pouvoir échanger, jouer dans la cour. Et je crois que oui, certes, il y a un effort. L'OMS a demandé cet effort,
le gouvernement a suivi cette demande, le Conseil scientifique depuis longtemps le demandait. Et donc, encore une fois, je crois qu'il y a un effort des politiques, mais aussi des professionnels de l'enfance pour maintenir cette vie sociale pour l'enfant. Moi, je suis extrêmement surpris des efforts qui sont faits. Les enfants vont encore faire du sport, ils vont à la piscine pour certains. C'est vraiment un bel effort. Une dernière question, Marie Lebec, j'en profite de votre présence pour élargir un petit peu cette thématique, parler aussi de ce confinement qui a été décrété et déclenché depuis le 30 octobre en France et jusqu'au 1er décembre au moins, avec on l'a vu, une première phase de pédagogie. Les forces de l'ordre ont dit qu'elles iraient vers davantage de sanctions dorénavant en cas de non-respect de la mesure. Est-ce que ce confinement, de votre point de vue de député, est-ce qu'il est bien respecté sur le département des Yvelines ? Oui, dans les Yvelines, on a des échanges réguliers, vous savez, avec le préfet, avec l'ARS aussi, et on a effectivement des bons retours sur le respect du confinement dans les Yvelines. J'ai aussi fait le tour avec mes élus locaux pour voir comment était vécu et appréhender la situation. Et globalement, il faut saluer le respect des mesures qui sont prises, alors même que ce deuxième confinement, pour certaines personnes, est plus difficile à vivre. Et donc moi, je crois vraiment que on est dans une phase où il faut faire un effort ensemble, un effort collectif pour casser cette dynamique épidémique de deuxième vague. On parlait du port du masque qui était un acte altruiste. Je crois aussi que quand on respecte les mesures qui sont prises dans le cadre du confinement, c'est aussi un acte altruiste vis-à-vis de nos personnels soignants pour qu'il y ait moins de pression dans les hôpitaux et que même s'il y a des malades qui arrivent en réanimation, la pression soit moins importante sur les soignants et qu'ils puissent traiter les personnes en réanimation dans de bonnes conditions. Bien, merci d'avoir été avec nous, Marie Lebec, députée de la 4e circonscription des Yvelines. Merci également au professeur Richard Delorme, chef du service de pédopsychiatrie à l'hôpital Robert Debré. C'est à Paris. Merci d'avoir été avec nous. Merci, bon courage. Toujours dans l'actualité du Covid-19, la région déploie en ce moment des centres de dépistage antigénique à proximité de 50 gares franciliennes. C'est ouvert à tous et gratuit et les tests peuvent s'y faire sans rendez-vous. Les résultats communiqués en une vingtaine de minutes. Et dans les Yvelines, 8 gares sont concernées ou vont l'être prochainement. Versailles, Chantier ou encore celle de Saint-Quentin en Yvelines à Montigny-le-Bretonneux que vous voyez à l'image. Le centre est ouvert du lundi au vendredi de 13h à 19h. Carte vitale et numéro de sécurité sociale sont nécessaires pour accéder au prélèvement. Le site prévoit de réaliser 1500 tests par semaine. Un reportage plus complet sera à retrouver dès cette semaine dans nos éditions sur TV78. Les centres de dépistage continuent donc de se multiplier dans les Yvelines. Samedi dernier, c'est la ville de La Verrière qui a également ouvert le sien à la salle du Scarabée. Des tests antigéniques y sont aussi pratiqués. Plus d'une cinquantaine de personnes a pu déjà y avoir accès. Le reportage de Mélanie Poquet et de Patrick Jacques de Dixmude. Quand c'est positif, il y a 2 traits qui apparaissent. S'il n'y a qu'un trait au bout d'un quart d'heure, ça veut dire que le test est négatif. Isoler au plus vite les cas positifs, identifier les asymptomatiques. À La Verrière, on a fait le choix du test antigénique pratiqué par les infirmières installées sur la commune. Les municipalités ont un rôle à jouer pour freiner l'épidémie et grâce aux infirmières libérales du Bois de l'Étang, on a organisé en un temps record cette séance de testing avec des tests antigéniques qui permettent d'avoir des résultats entre 15 et 30 minutes, donc des résultats quasiment immédiatement pour être assuré, pour s'isoler le plus rapidement possible au cas échéant ou pour reprendre le travail. Et voilà, résultat dans 15 minutes. Ok, merci. Venus pour beaucoup se rassurer, les premiers patients ont bénéficié des dépistages gratuits proposés depuis samedi 14 novembre. C'est négatif, donc il faut continuer à faire attention. Les gestes barrières, vous allez faire un papier qui avait des numéros. Je voulais savoir si j'étais positive ou négative. Finalement, je suis négative, alors c'est bon. Vu la période qu'on a actuellement, bon, on ne sait pas si on est porteur, si on ne l'est pas, et puis bon, au moins comme ça c'est fait, quoi. On a une information, même si on peut être après cas contact ou pas. Je suis chauffeur de car de tourisme et on ne sait pas qui monte dans le car quand on fait les lignes et tout ça. Donc j'en ai profité pour pouvoir faire mon test. La commune met à disposition une salle au sein du Scarabée. L'opération sera répétée chaque samedi de 9h à 13h. Une soixantaine de tests ont été réalisés pour ce premier rendez-vous.
L'actualité est aussi politique avec cette interrogation. L'élection municipale va-t-elle être invalidée au Chênay-Rocancourt? Une décision du tribunal administratif de Versailles était attendue aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, ce lundi soir à 18h15, la décision se fait encore attendre. Rappelez-vous, le 15 mars dernier, Richard Delpierre l'avait emporté sur le maire sortant Philippe Briot avec seulement 76 voix d'écart. Ce dernier avait alors déposé un recours pour faire annuler le scrutin. Elle a raison, une abstention record due à la crise sanitaire, mais également un sondage à charge contre lui dont le résultat a été diffusé quelques jours avant l'élection. Finalement, ce n'est pas ce motif qui a été retenu par le tribunal administratif pour mener cette enquête, mais celui de l'affichage de 3 panneaux accusant Philippe Briot d'être un menteur, ainsi qu'une photographie diffusée sur Facebook montrant une partie de son patrimoine. Aujourd'hui, il y a encore toujours, à l'heure où je vous parle, 18h15 ce lundi soir, aucune nouvelle quant à la décision finale du tribunal administratif de Versailles. Nous ne manquerons pas de vous informer d'ici la fin de cette édition si cette décision est révélée d'ici là. Et des milliers de catholiques réunis dans les Yvelines ce dimanche. Comme partout en France, des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs villes de France et dans plusieurs villes du département des Yvelines. La motivation de ces fidèles, demander le retour de la messe. Patrick Jacques de Dixmude et Astrid Bergère. Plus de 1000 personnes à Versailles, 300 à Saint-Germain-en-Laye et à Rambouillet. Les catholiques yvelinois étaient mobilisés ce dimanche devant les lieux de culte. Des rassemblements déclarés en préfecture, comme ici devant Sainte-Bernabette à Rambouillet, et demandent le retour de la messe. Très concrètement, ce qu'on demande, c'est qu'il y a vraiment ce principe de laïcité qui soit reconnu avec une véritable séparation entre l'Église et l'État et de laisser l'Église organiser en fait, les règles sanitaires à l'intérieur de ses propres célébrations. Pour le moment, les églises sont ouvertes et les fidèles peuvent s'y recueillir individuellement. Mais pour les catholiques, cela ne suffit pas, la messe doit être célébrée. Il y a 2 dimensions dans la messe. La première, c'est la dimension du rassemblement. Voilà, le catholicisme est une religion qu'on ne pratique pas seul et pas chez soi, ou en tout cas pas seulement. Et puis la deuxième dimension, c'est que la messe, c'est une action. Il se passe quelque chose. C'est ce qu'on appelle une liturgie. Voilà. Et donc là, cet acte religieux n'a plus lieu. Et ça, c'est embêtant. La messe est donc pour les chrétiens essentielle. C'est un moment qui permet aux fidèles de s'unir autour de la foi. Quand on est catholique, on croit en Jésus. Et dans la messe, il y a Jésus pour nous. Voilà pourquoi c'est important. C'est comme si on parlait de quelqu'un et qu'on ne le voyait jamais de ne pas avoir de messe. Ce lundi 16 novembre, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a reçu les représentants des cultes pour échanger sur les évolutions possibles des pratiques de la religion compatibles avec les règles sanitaires. Et à l'issue de cette réunion, Matignon a indiqué qu'il n'y aurait pas de cérémonie religieuse avant la réouverture des commerces. Petite précision par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure concernant l'élection municipale au Chênay-Rocancourt qui sera peut-être invalidée. La décision est toujours pour l'heure attendue, la décision du tribunal administratif de Versailles qui pourrait rendre une décision selon les conseils du rapporteur public. Le rapporteur public dans cette affaire, un recours qui a été déposé au Chênay-Rocancourt qui avait estimé qu'un motif pouvait invalider cette élection. Le motif, c'est le suivant, c'est l'affichage de 3 panneaux accusant Philippe Briot d'être un menteur. Philippe Briot, c'est le maire sortant du Chênay-Rocancourt, d'être un menteur, ainsi qu'une photographie montrant une partie de son patrimoine qui a été diffusée sur Facebook. Je vous le rappelle, le 15 mars dernier, Richard Delpierre l'avait emporté sur le maire sortant Philippe Briot avec seulement 76 voix d'écart. Ce reportage avec un nouveau service à destination des familles dans les communes d'Andrézy. Dans la commune, il n'y a qu'une seule commune à Andrézy. Une annexe du relais d'assistants maternels principal a ouvert, c'était vendredi 6 novembre. Le lieu accompagne les parents dans la recherche du mode d'accueil et propose aussi aux enfants des temps d'activité collectif. Mais cela s'adresse aussi aux assistantes maternelles directement. Les précisions dans ce sujet de Justine Brasier et de Célia Gatsongo. Une nouvelle rame a fait son apparition à Andrézy. Cette annexe au relais d'assistants maternels déjà existant et effective depuis le 6 novembre. Elle prend place au complexe sportif Stéphane Diagana. Le bâtiment existait, il y avait un créneau disponible, le matériel existait puisqu'il était précédemment au gymnase Louis Weiss. Pourquoi ne pas ouvrir ici une annexe? Ça ne coûtait pas d'argent, le personnel était déjà présent, donc autant le faire et vous voyez, ça semble très apprécié. Objectif de cette annexe, située à 4 km du relais principal, proposer un accueil de proximité pour les assistantes maternelles du quartier qui traversaient la ville à pied avec des enfants en bas âge. Il fallait prendre la voiture, c'était compliqué, surtout quand on a 3 ou 4 enfants.
Et donc on avait fait cette demande depuis déjà assez longtemps. Donc le fait que ce soit exaucé, c'est super. Pour y aller, c'était pas évident. Que là, c'est vrai que c'est tout près, on peut y aller à pied. Et c'est vrai que c'est bien pour nous, assistantes maternelles, qui sont de ce côté-là. Au programme, des activités ludiques dans un esprit de motricité libre grâce à du matériel mis à disposition. Avec les enfants, on vient ici, peuvent s'amuser vraiment dans une structure qui est adaptée. Et ils s'éclatent parce qu'ils sont plusieurs et puis ils font ce qu'ils veulent. Un créneau horaire est dédié à cette nouvelle annexe le vendredi matin de 9h à 10h. Vendredi dernier, 7 assistantes maternelles et une vingtaine d'enfants ont pu en profiter. Le sport et des nouvelles de notre Yvelinois engagé dans le Vendée Globe 2020. Louis Burton poursuit la course sur son bateau Bureau Vallée 2. Il fait partie des 32 skippers toujours en liste. L'Everest des mers ayant enregistré hier l'abandon de Nicolas Troussel. Malgré une pénalité de 5 heures purgée pour avoir franchi la ligne de départ trop tôt et des réparations à effectuer sur son voilier, Louis Burton est bien remonté au classement. À l'heure où je vous parle, donc lundi soir 16 novembre 18h21, le Rambolitain se trouve au large du Cap-Vert et pointe à la 7e position au classement. Son objectif terminé dans le top 5 de ce tour du monde à la voile, un Vendée Globe qui est toujours dominé pour l'heure par le Britannique Alex Thompson sur Hugo Boss. Avant de refermer ce journal de la culture, une 6e édition du Tremplin des Voix lancé samedi dernier. Une centaine de candidats participent à ce concours de chant organisé par une association dans les Yvelines. C'est l'association La Voix en Scène. Immersion dans une première audition avec Patrick Jacques de Dixmude et Célia Gatsongo. Mais toi, va danser dans la ronde de l'espoir. Voici Océane. À 18 ans, elle vient de remporter samedi soir son ticket pour la finale du Tremplin des Voix dans la catégorie auteur, compositeur, interprète avec sa chanson L'Espoir. Je reçois le coup de téléphone et j'en tremblais en fait parce que je m'y attendais vraiment pas. Je dirais qu'en fait, ça a ses avantages d'être sur Zoom parce qu'on a quand même le confort d'être chez soi. Même s'il y a toujours le stress de est-ce que mon micro va bien marcher, est-ce que la connexion va rester. Prévu normalement à Manille-les-Hameaux et Montigny-le-Bretonneux, cette année, Covid-19 oblige, les auditions ne se font pas en présentiel, mais en ligne. Pour cette première audition, 30 participants qui passent par plusieurs étapes. On a essayé là de reproduire assez fidèlement ce qui se passe en physique, c'est-à-dire qu'effectivement ils sont en plusieurs groupes, répartis en plusieurs groupes, et il y a par groupe de passage, il y a des groupes qui vont en coaching donc scène, il y a des groupes qui vont en coaching vocal, etc., etc. Donc c'est exactement le même fonctionnement. La pédagogie et l'accompagnement sont les maîtres mots de ce concours de chant. Les coachs donnent des astuces aux artistes et leur permettent de se produire dans un cadre bienveillant. Derrière, l'avantage du Tremplin des Voix, c'est qu'on a beaucoup de partenaires qui leur offrent énormément de prestations, comme des tournages de clips, ou alors tout simplement des producteurs qui sont en relation avec nous, des directeurs de labels, et donc ça leur ouvre vraiment des portes. 2 autres auditions France sont prévues en ligne le 21 et 28 novembre, avec 30 participants pour les 2 sessions, et les auditions à La Réunion le 12 décembre en physique. La finale, composée de 15 à 20 candidats, sera organisée le 30 janvier à Manille-les-Hameaux. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. L'information locale en direct revient dès demain mardi à 18h. Belle soirée sur TV78.